Bonjour à tous, merci d'être très nombreux dans cette magnifique salle du château du Haras du Pin. Merci au centre de valorisation, à Sébastien Leroux et aux équipes du Haras national de nous recevoir. Donc moi je m'appelle Guillaume Delétrange, je suis président de la Fédération Race de Normandie et vice-président du COP Normand. Et c'est à ce titre que Hélène m'a demandé si je pouvais animer ce matin les échanges que nous allons avoir autour de 4 grandes thématiques. Pour commencer, je vais faire très rapide. Il est presque 10h30, il me semble. On va commencer par la logistique. On va avoir à peu près donc un quart d'heure, 20 minutes pour discuter de chacun des thèmes qui seront abordés avec nos intervenants. On aura peu de temps pour des séances de questions-réponses, donc peut-être une ou deux, mais rassurez-vous, on va se retrouver après pour déjeuner. Il y aura des tables, des manches debout qui seront symbolisées par les différentes thématiques que nous allons aborder avec les intervenants que vous aurez entendus ce matin. Donc si vous avez des questions à poser, vous aurez tout le temps de le faire entre midi et 2. On vise un déjeuner, Hélène, à midi et demi. Midi et demi. Et au vu du temps, est-ce qu'on sera... Non, on sera dans le musée. Dans le musée. Alors nous allons déjeuner, on aura la chance de déjeuner dans le musée. Donc à partir de midi et demi, parce qu'il prévoit quelques gouttes de pluie. Excusez aussi ce matin quelques absents rapidement, mais qui sont importants pour notre filière, à commencer par Hervé Agnès, donc conseiller départemental de la Manche, en charge de la filière équine, de monsieur Nicolas Maillet-Rossignol, maire de Rouen, mais je crois que l'association Cheval en Seine qui intervient dans la ville doit être présente ce matin. Monsieur Barbanchon, maire d'Isigny-sur-Mer, qui a mis un âne normand pour l'entretien d'une base de loisirs dans sa commune, et qui est pris par le passage de la flamme olympique. On ne peut pas être à l'âne et à la flamme à la fois. Bertrand Bélanger, le président du conseil départemental de la Seine-Maritime, ainsi que le maire d'Alençon, Joachim Puyot. Voilà, ils sont excusés, mais leur absence dit aussi qu'ils ont répondu et qu'ils se sentent tout à fait concernés par le sujet qu'on va aborder. Et donc on tient aussi à remercier tous les participants, les collectivités, les acteurs de la filière qui sont présents ce matin. Sans plus tarder, on va commencer par introduire pourquoi est-ce qu'on est ici, le centre de valorisation, qui est porté par Tréhéan, dont le président Étienne de Cailleux est ici présent. Étienne, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, donc président de Tréhéan, mais également vice-président du Percheron, donc SHPF, président du syndicat normand du Percheron et fondateur de Chevalet, qui est une exploitation à une dizaine de minutes d'ici. Pour ceux qui ne connaissent pas, allez-y un jour, c'est un décrochage de mâchoire, j'ai envie de le dire, quand on arrive là-bas. Ce qu'ils ont fait avec Julie est absolument formidable, dans la mise en place donc d'un troupeau, d'un cheptel de juments percheronnes prêts pour le lait et la cosmétique. Étienne, donc on revient sur le centre de valorisation. On va commencer nos échanges, on va s'asseoir et à commencer déjà par découvrir, pardon, excusez-moi, et Arnaud, pardon, qui va venir avec nous, et on va découvrir un petit film, ce qui sera le cas pour chacun des thèmes qu'on va aborder. On commencera donc avec nos intervenants, puis un petit film, et ensuite nos échanges. À tout de suite. Voilà pour ce petit film de présentation. Combien de chevaux à vendre en ce moment, Étienne? Alors, bonjour à tous. Il y a quelques chevaux. On a aujourd'hui dans notre... On a fait continuer. Ça n'est pas un percheron. Hein. On est d'accord. Donc, on a en effet on a plusieurs chevaux, on a nos 4 races ici qui sont présentes et au travail.
On a aujourd'hui une vingtaine de chevaux prêts au travail, en tout cas à l'avant. Je vais faire rapide sur la présentation du centre de valorisation, parce que je pense qu'à peu près tout le monde en connaît l'historique et puis l'émission. Mais je rappelle donc que c'est la Normandie qui mène une politique très volontariste pour ce qui concerne la filière équine et en manière générale pour toutes les races patrimoniales, d'où l'existence de la Fédération Race de Normandie, qui a été aussi beaucoup portée et qui est représentée par Stéphanie Maubé, conseillère régionale, que je remercie d'être là ce matin et qu'on entendra tout à l'heure sur une prochaine thématique. Ce centre de valorisation donc porté par l'association Tréhéane, pour mémoire, il a été fondé il y a maintenant une petite dizaine d'années. Et Étienne, est-ce que tu peux nous en rappeler rapide historique et l'émission? Alors en effet, donc l'histoire c'est 97 et le point de départ c'est pour le Percheron, la société épique Percheronne qui s'est souciée de l'élevage, puisqu'on traversait des années assez compliquées pour valoriser nos poulains, et qui s'est rapproché de l'IFCE à l'époque, et donc le haras du Pin, en se disant on a des mâles, les pouliches, on sait à peu près valoriser, mais par contre on a une problématique avec nos mâles, on ne sait pas bien quoi en faire, on n'est pas spécialisé, on n'a pas suffisamment de gens qui savent les mettre en valeur. Et donc, est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose ensemble? Et donc, l'idée est partie de ça, et donc les pouvoirs publics nous ont aidés à travers les rats nationaux, et à commencer le centre de valo. Et très bien, ça s'est passé avec les agents à l'époque qui avaient la compétence pour les former, pour les débourrer, les mettre au travail. Et puis, petit à petit, ce centre de valo a évolué, et pour arriver à un moment donné où donc la Normandie nous a demandé de nous professionnaliser encore un peu plus, et a demandé à Tréhéane de prendre le relais, et là on est passé à la phase numéro 2, où on a réintégré dans un premier temps les cobs et dans un deuxième temps les 2 races d'ânes normands, et puis la suite vous la connaissez, puisque les haras nationaux ont évolué, donc l'IFCE a repris sa partie, le haras du Pin a pris celle-ci, et donc on a fait évoluer, donc Arnaud nous en parlera tout à l'heure, on a fait évoluer notre partenariat sur un principe, le principe originel, c'était de se dire, on a déjà le haras du Pin qui est un écrin incroyable pour valoriser nos chevaux, il y a une réputation puisqu'elle est historique liée aux haras nationaux, donc on était dans l'endroit juste et valorisant pour mettre nos animaux enfin remettre nos animaux là où ils auraient dû toujours être, au milieu de notre société, puisqu'en fait on a quand même réussi à faire évoluer l'agriculture entre autres, mais aussi le transport grâce à nos chevaux. On les a oubliés après-guerre, et il est temps de les remettre un peu au milieu du système. Est-ce que tu peux peut-être nous préciser, Étienne, pour les 4 races, donc Coq normand, Percheron, Âne du Cotentin, Normand, ils sont tous présents aujourd'hui, mais vous travaillez différemment avec chacune des races. Est-ce que tu peux nous dire comment? Alors, en effet, donc le Percheron, comme je le disais, on a une histoire, maintenant on a un petit peu de recul au centre de valo, donc le Percheron il est utilisé surtout pour la partie traction, on essaie de se professionnaliser, ça fera partie des questions à venir, mais on a aussi une partie, une valorisation auprès du grand public, donc un peu de cheval monté, un petit peu de cheval de plaisance. Le cob est arrivé donc dans un deuxième temps, et le cob, on a rapidement orienté donc notre travail sur notamment la police, puisqu'en fait on voit bien qu'il y a une vraie demande, et il n'y a pas nécessairement les structures compétentes. Donc aujourd'hui on est vraiment rentré sur ce marché-là. Il n'est pas exclusif, mais en effet c'est notre principal objectif. Et puis après, donc les 2 races d'ânes, on est sur des problématiques un peu différentes, puisque la première, c'est qu'on a des effectifs qui sont très 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 bas, et notamment pour l'âne normand, où on a du mal à avoir une trentaine de naissances par an. Et donc le problème, c'est pas de les valoriser, c'est surtout de les préserver, de garder la génétique pour pouvoir passer à la phase numéro 2, c'est-à-dire la phase d'élevage. Donc on s'est orienté plus dans un premier temps sur
sur une pépinière pour préserver donc les géniteurs, notamment les étalons. Et donc ça c'était la première phase du travail. La deuxième, ça va être en effet de commencer à en préparer parce qu'on voit bien qu'on a des besoins. Ça sera le sujet de la journée aussi. Et donc ça c'est notre phase numéro 2, mais on a un gros problème, c'est qu'on trouve pas les ânes à valoriser, quoi. Ça viendra et on compte sur vous. Combien de personnes travaillent et combien d'animaux sont présents? Alors aujourd'hui, dans l'effectif, on doit être un peu plus de 60. Alors, chevaux, oui, pardon, chevaux, ouais. Non, c'est 60 personnes en fait. Non, alors, donc je finis sur les chevaux, on en reviendra sur le personnel, mais donc en effet, c'est 60 chevaux et ânes, et on a fait évoluer les choses dans le sens où on a la chance, et merci le Haras du Pin, d'avoir la structure en termes de personnel, la structure en termes de bâtiment, même si elle doit évoluer, mais on a aussi la chance d'avoir de la surface en herbe, même si les temps passés, les derniers temps ont été un peu compliqués avec les problèmes de pluie. On a de la surface. Et donc, partant de cette problématique, enfin, de cet avantage, on a décidé donc de passer à une phase numéro 2, c'est-à-dire qu'on prend des chevaux beaucoup plus jeunes et on augmente notre effectif puisqu'on a l'occasion d'avoir de la place. Et donc c'est pour ça que je vous ai dit, il y en a 20 qui sont au travail en permanence, mais on a 60 chevaux en permanence sur le site et l'objectif c'est de monter en puissance. Voilà. Très bien, et du coup, pour répondre à la question du personnel, c'est une question qui tombe bien, puisque voilà, Arnaud Rousseau, donc, qui travaille en collaboration avec Tréhéan, va pouvoir nous expliquer un peu le fonctionnement, on va dire plutôt administratif du centre de Vallaux. Merci, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, en effet, le Haras du Pin est un syndicat mixte et nous mettons à disposition des salariés pour le fonctionnement du centre de valorisation. Aujourd'hui, il y a 3 agents sur les aspects techniques et travail des chevaux. Il y a un recrutement qui est en cours, d'ailleurs il y a une fiche qui doit circuler, je crois, voilà. Donc pour un responsable technique du centre de Vallaux. Et puis Hélène qui fait toute la coordination, qui est en lien avec le Conseil des chevaux et le Haras national, toute la coordination administrative sur la vente des chevaux notamment. Donc en effet, comme le disait Étienne, le Haras du Pin, dans sa mission, c'est la mise à disposition du personnel pour le centre de valorisation, ainsi que des bâtiments pour accueillir les chevaux qui sont au travail et les prairies. Alors c'est vrai que cette année, mais on l'a tous subi dans nos élevages différents, mais la météo a été compliquée, des prairies très mouillantes, voilà. Mais bon, c'est des choses qui évoluent et qui vont évoluer dans le temps. Et donc aujourd'hui, voilà, la mission est assurée par ces personnes. Il y a la volonté de développer ce centre de valorisation et éventuellement de lui trouver une autre place à part entière et non plus dans le cœur historique, mais peut-être sur le Vieux Pin. Donc on y travaille, il y a un projet autour de l'attelage et autour de la valorisation des chevaux et de la race normande. Donc voilà, c'est un sujet qui va continuer d'évoluer et qui va continuer de croître dans les années qui viennent. Merci Arnaud. Alors pour être parfaitement clair aussi, parce que c'est assez intéressant cette synergie, cette collaboration très étroite, parce qu'il y a la région, le département, avec le Haras du Pin, Tréhéan, le Conseil des chevaux, donc on peut vraiment parler de synergie. Qui porte l'achat des chevaux et quand les chevaux sont vendus, comment est-ce que vous reversez, comment vous partagez, on va dire, la plus-value? Ok. Alors on a une convention qui porte l'achat. L'achat est porté par Tréhéan, qui achète les chevaux, et donc Tréhéan est propriétaire des chevaux sur le site. Et on a une convention avec le Haras du Pin où nous assurons toute la partie frais vétérinaires, ferrure, maréchalerie et alimentation du cheval. Par contre, on a une reversion des bénéfices qui sont faits au moment de la vente des chevaux, et donc on est sur 2 tiers, 1 tiers. On va être, voilà, c'est tout à fait transparent de la plus-value.
Voilà, donc c'est tout à fait transparent avec Ray et Anne. En fait, c'est une convention qu'on a signée pour la première année, hein, donc de fonctionnement 2023. Et auparavant, c'était un peu pas nébuleux, mais c'était un peu complexe. On achetait les chevaux, on les vendait, mais le haras ne s'y retrouvait pas nécessairement. Et on a cherché une solution gagnant-gagnant parce que nous, on a tout intérêt à pouvoir augmenter. Parce qu'il ne faut pas oublier que, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'intérêt, c'est de servir le cheval avant tout, et les ânes, hein, évidemment, c'est de les remettre au milieu du dispositif. Mais pour le faire, c'est d'encourager les éleveurs, c'était la première étape. Et donc, notre métier à nous, Tréhéan, et notre outil, le centre de Valo, c'était de trouver un moyen d'élever les prix d'achat pour que les éleveurs soient encouragés à continuer. Parce qu'il faut se rappeler qu'il y a 15 ans, on était dans une phase où on n'avait plus que les anciens qui continuaient de mettre leurs juments à la reproduction et qui décourageaient, et tous les jeunes, alors je parle des professionnels notamment, tous les jeunes agriculteurs qui s'installaient derrière leurs parents, s'il y avait des juments dans le cheptel, les centres de gestion, la première chose qu'ils disaient, bon, la ligne chevautrée, vous mettez X vaches à la place et puis on passe à autre chose. C'est un peu compliqué de maintenir ces jeunes dans le circuit, si ce n'est qu'en les encourageant avec des tarifs. Donc notre vocation, c'était de dire, on achète cher, on vend plus cher, de manière professionnelle, et je reviens, les haras nationaux à l'époque nous ont bien aidés, et pour ce faire, donc, on avait besoin d'une trésorerie. Donc je reviens sur le point de départ, c'est quand même la région qui nous a fortement aidés en nous subventionnant les premiers achats de chevaux. Ça nous a permis de constituer une trésorerie et aujourd'hui de pouvoir dire on peut avoir un programme d'achat à la hausse, même si les cours ne sont pas toujours très stables, et puis de pouvoir aujourd'hui, dans un deuxième temps, dire maintenant on partage les bénéfices parce que il faut que aujourd'hui la structure du haras du Pin puisse avoir un retour parce qu'en effet on n'est pas philanthrope, je veux dire, on paye les factures, je veux dire, le veto quand il vient, il ne nous fait pas de cadeaux, enfin, il fait son boulot et c'est normal. Donc voilà, c'était un peu le principe. Le nerf de la guerre, c'est toujours l'argent, et dans notre cas, ça l'a été. Donc, on a bien compris, hein, c'est plutôt une dynamique de redynamisation du marché, dans ce que vous dites, et aujourd'hui, ce lien avec les éleveurs et avec le marché, justement, les acheteurs, le centre de valorisation ne vient pas en concurrence. Je pense que c'est un point qu'il faut bien aussi redire avec les éleveurs, mais sur la vente de chevaux, par exemple, il vient bien comme une espèce de soutien sur la dynamique de la filière. Non, il était éteint. Alors, donc la question, c'est la notion de concurrence, et elle est importante parce que il ne s'agit pas de prendre le marché du cheval de travail et de le prendre aux éleveurs. Le but, c'était de faire plus, c'est-à-dire de profiter de la promotion, de l'image de la Normandie et notamment du site, pour dire aujourd'hui on arrive à vendre X chevaux dans le monde professionnel, enfin professionnel et amateur, et le centre de Valo, ça doit être du plus, c'est-à-dire vendre plus de chevaux en se servant de tout ça. Donc le point de départ, c'était de dire qu'on se met au niveau maxi du marché et on ne déroge pas. Voilà, si les gens trouvent le cheval idéal ici, il n'est pas négociable, et ça nous permet de laisser les éleveurs en tout cas tirer vers le haut aussi et de ne pas leur prendre leur marché. Ça a été vraiment la règle de base. Donc c'est un cercle très vertueux, hein, finalement. Des actions, donc les liens avec les éleveurs, on vient d'en parler, avec les utilisateurs, beaucoup d'axes, formation par exemple, attelage, etc. Est-ce que Arnaud ou Étienne, vous pouvez nous en dire un mot? Oui, en effet, le centre de valorisation est aussi là pour donc vendre les chevaux une fois qu'ils sont formés et qu'ils sont valorisés, mais c'est aussi pour accompagner les personnes qui les achètent. Et donc c'est un programme qui est en train de se mettre en place, hein, en lien avec l'IFCE notamment, puisque nous ne sommes pas formateurs en tant que tels, mais plutôt facilitateurs. Et donc voilà, il y a l'objectif d'accompagner les acheteurs
à la fois sur l'attelage, mais à la fois sur la monte également, quand ils viennent acheter des chevaux au centre de valorisation. Donc c'est un package un peu complet qui aujourd'hui est mis en offre au Haras du Pin. Donc une offre de service assez complète finalement, et ce n'est pas juste voilà, que de la vente d'équidés. Voilà, c'est vraiment il y a tout cet accompagnement et puis des garanties aussi. Une fois encore, enfin, on insiste, hein, je pense qu'il faut le dire, de ce travail effectué par des professionnels dans un cadre professionnel et qui participent à la professionnalisation, c'est toujours un peu dur à dire, de la filière, qui est un des grands axes aussi pour toutes nos races normandes de développement. Je pense que c'est l'occasion de le dire. Je vous remercie, messieurs. On va passer au sujet suivant et j'invite Stéphanie Maubé, donc conseillère régionale en charge des races patrimoniales, à nous rejoindre. Et elle intervient ce matin, Stéphanie, en tant que maire de l'Essai, pour nous parler de son expérience, de l'initiative qu'elle a mise en place il y a maintenant 3 ans, je crois, de faire appel à des coqs normands pendant la foire de l'Essai. Donc bienvenue Stéphanie. Sur ce sujet qui est très important, parce qu'au fond c'est notre thématique de la journée, c'est comment remettre au centre de la société, au cœur de nos vies rurales ou urbaines, les équidés, alors qu'on appelle de travail, dans toute leur utilisation possible. Et comment est-ce que tu as pensé à mettre cela en place et quel est ton retour d'expérience sur cette utilisation des coqs pendant la foire de l'Essai? Bonjour à tous. Alors donc l'Essai, c'est une petite commune dans le centre-Manche qui accueille chaque année depuis 1000 ans une très grande foire en plein air. Donc cette immense foire, elle attire 800 exposants et pas loin de 300 000 visiteurs. Le fait que tout soit en plein air, finalement, c'est parce qu'on est sur un grand espace qui mesure pas loin d'une trentaine d'hectares. Et elle se tient pendant 3 jours. Et pendant 3 jours, les visiteurs mangent, boivent, jettent des déchets partout. Et à cause de cette foule, des camions poubelles ne peuvent pas passer pendant la journée. Ils ne peuvent collecter les déchets que la nuit. Et avec une telle somme de gens et autant de gaufres dévorés, de frites, de gobelets, de bières, de tout ce qu'on veut, on a très très rapidement des poubelles dans les allées qui se remplissent. Et donc pour des raisons évidentes de sécurité, la préfecture ne nous laisse pas collecter les déchets pendant la journée. Donc pour moi, il était évident que c'était là l'opportunité géniale pour mettre en œuvre du travail avec des chevaux ou des ânes. J'ai même pensé au début à des chèvres, puisque je ne me rendais pas encore compte du nombre de mètres cubes de déchets que cela représentait. Et puis, alors, il faut vous dire que moi, je suis aussi paysanne. J'élève des moutons. Et donc, je suis intimement convaincue de toute l'importance de remettre des animaux dans l'espace public et d'aller au-delà du simple éco-pâturage, puisque nos populations, même en zone dite rurale, en fait, elles ne se sentent pas rurales. Les habitants, ils ne se sentent pas campagnards. Ils tendent tous vers la ville, c'est-à-dire que leur idéal de vie, bah, c'est la vie en ville, donc ils se détournent très clairement de toutes les utilisations des animaux. Et comme vous le savez, comme vous le constatez, on a de nos jours dans nos paysages de moins en moins d'animaux visibles dans l'espace public. Dans la Manche, on a encore un peu des troupeaux de vaches normandes qui pâturent, mais on a de plus en plus de vaches qui ne sortent plus, et donc les animaux dans l'espace public se font de plus en plus rares. Et rien que ce constat-là permet de comprendre pourquoi les jeunes générations n'ont aucune représentation du rôle des animaux. Pour eux, un animal, c'est un truc dans une assiette. Ça n'a plus d'utilité, ni paysagère, ni en termes de travail. Et donc il y a toute cette corrélation d'images à recréer, c'est-à-dire les animaux, ça vit dehors, ça ne vit pas enfermé dans un bâtiment, et surtout ça a une utilité, que ce soit une utilité alimentaire, en termes de service, en termes de travail. Et donc pour moi, cette foire, c'était l'opportunité de toucher un public très vaste et très populaire, donc qui s'élève à pas loin de 300 000 visiteurs en 3 jours, d'utiliser leur présence naturelle à tous ces gens sur le site, pour dire, regardez, un cheval, en fait, ça ne sert pas qu'à être tout seul dans un champ. Ou un âne, c'est pas juste non plus tout seul dans un coin de champ à la sortie du village. Ça a une utilité, ça rend des services, ça a une fonction, et ça, non seulement ça interagit avec vous, humains, mais ça améliore votre qualité de vie, et ça se substitue à des services qui sont, que vous n'identifiez qu'en termes de machinisme. Et donc pour mettre en place ça, on a, ça a été, comment dire, l'idée est venue d'ici, d'Hélène Morel,
tu nous as appris l'existence d'une équibène, c'est-à-dire une benne pour collecter les déchets qui a été spécialement conçue pour être tractée par des chevaux. Et cette équibène avait été rétrocédée au haras de Saint-Lô, qui l'a mis à notre disposition gracieusement, ce qui nous a permis, nous, de faire appel à un meneur de chevaux, qui est ici aujourd'hui, qui est Jérôme Blondel, avec qui on a co-construit ensemble le circuit de collecte, le besoin, et puis surtout qui on allait mettre derrière l'équibène. Puisque donc il y a 2 coqs normands menés par Jérôme et son collaborateur qui font le job sur on ouvre une allée, on circule, etc. Mais au cul de l'équibène, il fallait bien mettre des agents. Et là, c'est passé quelque chose de passionnant, c'est que j'ai mis des agents communaux. C'est-à-dire mes agents d'équipe technique sur la base du volontariat, parce qu'au départ, on les paye vachement plus pour travailler le week-end, pour travailler le dimanche, pour travailler le soir, etc. Et je m'étais dit, bon, ça va être galère de demander à mes agents techniques, dont ce n'est pas le métier de collecter des déchets, de leur demander de saisir des sacs poubelles non-stop pendant 3 jours. Puis des sacs poubelles dégueux, quoi, cracra, dégoulinant de gras, de glace, au milieu d'une foule vachement dense. Enfin, a priori, ça faisait pas rêver comme mission. Et donc pour ça, je l'ai fait avec eux. Les premiers jours, je me suis dit, puisque je le demande à mes agents techniques, en tant qu'employeur, en tant que maire de l'essai, il faut que je sache en quoi consiste le job. Je vais le faire avec eux pour qu'ils voient que ce n'est pas dégradant. Et en fait, non seulement c'était pas dégradant, mais c'était super gratifiant. C'est-à-dire que le regard de tous ces visiteurs a totalement changé sur l'acte de collecter des déchets et sur le métier de ripper. On a eu des regards joyeux, plein de gratitude pendant 3 jours. Et donc je n'ai plus besoin maintenant d'agiter une carotte pour trouver des volontaires pour faire cette tâche. Mes agents techniques sont super contents de le faire. Et puis moi, chaque année, je refais un peu, si le temps me le permet, s'il n'y a pas d'autres problèmes de sécurité plus graves. C'est vraiment un super moment de collecter les déchets et de mesurer à quel point les visiteurs, soudain, changent la manière dont ils abordent le papier gras qu'ils ont à la main et qu'ils s'apprêtaient à balancer par terre ou dans une poubelle qui déborde. Donc on a un vrai levier en fait pour renvoyer un regard différent sur la salubrité et l'intérêt général à nos agents techniques communaux. Et c'est pas une mince affaire parce que dans une commune, enfin dans toutes les collectivités, on a beaucoup de problèmes à recruter comme partout. Et donc ce sont des postes qui sont pas très bien payés, qui sont ingrats. Et c'est pas facile dans la gestion humaine, dans la gestion des carrières des agents, de parler de ces problèmes de collecte des déchets. Donc là, c'est devenu un truc vachement chouette, vachement positif. Et j'ai trouvé que ça nécessitait en fait qu'on le dise et que moi je puisse le dire à d'autres collectivités. D'autant que pour finir, oui, je suis bavarde, il va falloir que tu m'arraches le micro. Mais on a en fait sur toute la question globale des animaux territoriaux, on a un ressort insoupçonné, un levier insoupçonné dans nos communes, c'est que beaucoup de nos agents techniques sont issus du milieu rural et ont naturellement de l'appétence pour les animaux. Et ce sont souvent les élus, que ce soit les élus d'une petite commune ou d'une collectivité plus importante, sont souvent les élus en fait qui se mettent un frein en disant « Oh là là, mais moi je ne peux pas pouvoir demander ça à nos agents, c'est trop de responsabilité, c'est compliqué, etc. Ça ne va pas être accepté par la population. » Or, les agents, c'est un faux frein. Nos agents sont très demandeurs. Et avant de te redonner la parole, je voudrais, lors de notre dernier conseil municipal, où on a renouvelé pour la foire qui va se tenir en septembre cette année, on a renouvelé la volonté de faire appel à Jérôme Blondel, à l'équibène et puis à ces 2 COB pour la foire de l'essai. On a eu un vaste débat sur l'acceptation des crottins dans les allées. Puisque certains exposants m'ont dit « Oh là là, mais il y avait du crottin dans mon stand, moi j'ai fait un chiffre d'affaires en baisse, etc. parce que les visiteurs, ils esquivaient au lieu de s'arrêter dans mon stand. » Et donc, il m'a paru intéressant de soulever ça en conseil municipal jusqu'à proposer une délibération pour accepter les crottins et ne pas les ramasser. Et ça a été
m'a semblé que le conscientiser, le formuler et en parler, et que ça figure en fait dans un compte rendu et dans une délibération qui est ensuite envoyée au contrôle de l'égalité à la préfecture, je trouvais que c'était important de dire la ville de l'Essai affirme que si elle s'est engagée dans le ramassage des déchets avec des chevaux, c'est pas pour ensuite payer des agents techniques pour aller ramasser les crottins. Donc ils resteront dans les allées. Très rapidement, Stéphanie, puisqu'on a un certain nombre de représentants de collectivités, en vraiment très peu de mots, et après on passe vite au sujet suivant, en 3 arguments pour convaincre des collectivités qui se poseraient la question de faire appel aux équidés dans leur ville. 3 arguments. Du lien social, puisque ça permet complètement de rétablir du dialogue avec des habitants, qu'on dit souvent les habitants éloignés de la cause sociale, avec qui il n'y a plus d'autres dialogues sur des sujets politiques, citoyens, démocratiques, tout ce qu'on veut. Bref, ceux qui ne vont plus voter, eh ben, on arrive à renouer le dialogue grâce à des animaux. Donc le lien social, il est évident. Le sentiment d'appartenance et l'attachement de ces habitants qui renaît pour leur commune, pour leur territoire, quand on leur dit, regardez, en fait, ce cheval ou ce âne, il appartient à la collectivité, il porte le nom de là où on vit, il s'appelle Anne Normand, il s'appelle Anne du Cotentin, ou il s'appelle Cheval Percheron, donc en fait, il fait partie de votre patrimoine immatériel collectif. Donc voilà, recréer un sentiment d'appartenance fort et puis un attachement, c'est important parce que ça permet à la suite de ça qu'on puisse faire découler toutes sortes d'attachements de ces habitants pour leur histoire, pour leur gastronomie, pour leur paysage, pour leur culture, etc. Et j'en trouve pas de 3e, mais je vais y réfléchir pour qu'à table, je sois capable d'en sortir encore plein. Eh bien, merci beaucoup Stéphanie. Et puis à travers ton intervention, remercier la région. Vous aurez compris la passion qu'anime Stéphanie à promouvoir et à défendre les races patrimoniales, que ce soit à l'essai ou à l'échelle de la région. On a beaucoup de chance d'être soutenus dans nos actions et c'est le moment de le dire. Voilà. Merci. Le Major Tarlet qui va nous rejoindre. Voilà, bravo. Je ne savais pas si on disait monsieur ou Major, et on me dit que Major, ça remplace monsieur. Donc, bienvenue Major. Oui, ça remplace surtout quand j'ai cet uniforme. Sortez de cet uniforme. Donc le Major nous vient de la police nationale de la Courneuve, et nous allons évoquer ce sujet donc de sécurité, de maintien de l'ordre, avec l'utilisation de chevaux, et plus particulièrement le cocorico de Coq Normand. Et je suis ravi qu'on démarre cet entretien par une petite vidéo de présentation. Alors, il ne s'agit pas d'un futur film d'action hollywoodien à Paris, mais bel et bien de votre quotidien, Major. Et on est là pour peut-être expliquer un peu dans les détails comment est-ce que vous travaillez avec les chevaux. Mais avant ça, comment est-ce que vous êtes arrivé ici au Pin? Comment vous avez rencontré cette race, en particulier les Coq Normands, et pourquoi est-ce qu'elle vous a séduit?
Oui, bonjour à tous. Eh bien, oui, le partenariat, j'appuie. Ouais. C'est bon, j'ai vu que c'était pas le premier à le faire. Le partenariat avec les arts nationaux date de notre création il y a 30 ans. J'ai eu la chance de faire partie de cette création il y a 30 ans. Et nos 6 premiers chevaux, même si ce n'étaient pas des cobs à ce moment-là, étaient des chevaux fournis par les arts nationaux. Donc ce partenariat existe depuis 30 ans. Notre genèse, c'est une présence policière demandée sur un secteur sensible, s'il y en a, puisque en Seine-Saint-Denis, je ne suis pas au chômage, on est bien d'accord au niveau criminalité. Et le parc de la Courneuve, qui fait plus de 400 hectares, est cerné par des secteurs sensibles de notre département, et était un terrain de rivalité, de jeux malsains, bien sûr, de la délinquance. Et le conseil départemental, qui était à l'époque, et qui est toujours un partenaire actif et financier de notre existence, demandait au commissaire local d'avoir des policiers sur place. Et donc c'est l'aspect sécuritaire qui était mis en avant. Et l'idée de le faire à cheval est venue naturellement, parce que les structures s'y prêtaient. Et on a développé cette possibilité d'intervenir à cheval. Alors, depuis, on s'est développé, on a maintenant, au sein de notre unité, on est 35 policiers, 21 chevaux, mais au sein de la police nationale, à travers de 9 unités équestres, il y a plus de 120 cavaliers pour 70 chevaux, et j'y viens, dont la moitié sont des cobs. Donc on a 35 cobs au sein des unités équestres de la police nationale. On a anecdotiquement aussi 2 percherons, donc 2 autres chevaux lourds. Et puis ça ouvre. Alors, je dis anecdotiquement parce qu'il y en a un qui vient du Canada, mais l'autre est un percheron. Donc je savais que je vous ferais plaisir à ce niveau-là. Et l'intérêt d'avoir choisi des cobs, c'est eh bien, une adaptation assez rapide finalement par sa franchise, son côté plus placide que nos autres races qui sont principalement des selfs français. Sans dénigrer une race par rapport à l'autre, il a été développé surtout sur des brigades qui ont besoin de se mettre en place rapidement, qui n'ont pas spécialement des structures pour travailler les chevaux très rapidement, les mettre tout de suite opérationnels, et bien s'orienter vers une race qui a cet intérêt-là de pouvoir être assez rapidement opérationnel. Alors nous ne procédons pas, comme certaines unités d'ailleurs, pas dans la police nationale, mais par la location de chevaux ou le prêt de chevaux pour l'événement. Nous, ce sont des chevaux que l'on a, qu'on en achète, que l'on dresse et qui ont pour seule mission de vous servir au sein de la police nationale. Et pour ce faire, il y a un dressage spécifique, mais il y a des prédispositions d'un cheval qui va être froid dans sa tête. Alors la singularité, c'est qu'il va falloir justement, par le travail, obtenir du dynamisme, parce qu'on a besoin d'avoir un cheval, vous l'avez vu, alors au-delà de la musique qui fait effectivement un peu blockbuster américain, on a réellement, et encore ils ont mis du ralenti, donc on a réellement des actions qui ont besoin d'être dissuasives par leur dynamisme. Donc on a besoin d'avoir des chevaux qui soient très réactifs pour être dissuasifs. Notre règle, quand même, dans les forces de l'ordre, c'est d'avoir à faire des démonstrations de force pour ne pas avoir à s'en servir. Donc là, ils remplissent leur mission. Alors, l'aspect dissuasif, bien sûr, bien sûr. Je ne vous dis pas qu'on a essayé, mais d'emblée, on s'est dit que les Shetland, ça n'allait pas faire l'affaire. Le fait est que la taille du cheval, sa morphologie, rentre énormément en ligne de compte. S'associe à ça, bien sûr, comme je vous le disais, le dressage. On ne va pas demander à notre cheval d'être un cheval d'attelage, éteint, avec des œillères, qui va absolument pas réagir à son environnement. On va au contraire demander à nos chevaux d'être très, très vigilants vis-à-vis de ce qui se passe autour d'eux. Il faut prendre conscience dans notre spécialité que notre cheval est notre partenaire d'intervention. C'est pas un moyen de transport. C'est vraiment comme le chien policier. Le regard qui doit être porté sur le cheval policier, c'est le même que celui que l'on porte sur le chien policier. Personne ne va mettre en cause le fait que quand on voit un policier, un gendarme, quelqu'un qui fait de la sécurité en tous les cas, avec un chien en laisse qui est muselé, on ne va pas se dire, tiens, ils promènent leur chien maintenant. Ils ne savent plus quoi faire, ils s'occupent à promener leur chien. Non, on va tout de suite associer, le chien, c'est un chien gendarme, c'est un chien policier, c'est un chien qui fait de la sécurité, qui est certainement dressé pour ça.
Eh bien, depuis 30 ans, on fait évoluer ce regard qui est porté sur nos chevaux. Ce ne sont pas des chevaux qui sont là parce que ça fait beau, même si on est conscient, et je rejoins Madame le maire, que ça véhicule un lien énorme. On améliore, et on en a besoin, nous, dans la police. Hein, on a quand même beaucoup de gens qui ont une retenue. Alors en plus, ça fait plus de 37 ans que je travaille dans le 93, donc il y a le côté un petit peu, ça fait mauvais genre de s'associer à la police, hein, de dire vive la police. Hein, c'est pas ce qui est le plus populaire. Hein, c'est comme dans les cours d'école, de dire qu'on apprécie les cours et puis les professeurs. C'est pas très populaire dans nos sociétés. Donc, mais je vous cache pas que j'ai fait 10 ans sans être à cheval et 30 ans à cheval. Il se passe pas une seule patrouille sans qu'on ait des témoignages de satisfaction. Et je comprends encore une fois votre prise de parole sur ce que ça renvoie de positif, même sur des tâches qui pourraient effectivement au départ freiner, faire tourner le regard. Mais non, là, au contraire. Donc nous, ben voilà, la tâche, elle est, à mon sens, à mes yeux, ma tâche de policier, elle est très valorisante, mais pas toujours aux yeux des autres. Le cheval apporte un plus à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Donc pas une seule patrouille sans qu'on nous dise que c'est bien ce qu'on fait, qu'ils sont contents de nous voir. Ce qui est appréciable, et là je partage ça certainement avec le commandant gendarme qui est là, quand les gens nous voient et nous disent qu'ils sont contents de nous voir, c'est bien, quand on est à pied, c'est à marquer d'une pierre blanche, mais à cheval, c'est au quotidien. Donc ça c'est bien, c'est pas toujours pour les bonnes raisons, mais c'est bon à prendre. Après, l'aspect dissuasif, et ça ne retire rien à ce premier aspect, l'aspect dissuasif est là, la dynamique du cheval, la taille, le côté imposant, la force. Alors, on peut déplorer une différence de taille qu'il y a, le 7 français va être très dynamique, très grand, le col normand, peut-être un peu plus petit, on va les choisir grands quand même dans nos sélections, on va demander à ce qu'ils soient grands, mais une masse, d'accord, on va avancer, ça va reculer. C'est le but de la manœuvre la plupart du temps. Donc on a un plus vraiment, et dans le travail du cheval, on va apporter une technique qui est vraie à pied. On a des techniques d'intervention pour maîtriser des individus, pour repousser l'hostilité, pour canaliser des foules. Ça existe à pied. Eh bien, on en a mis en place à cheval, et on se rend bien compte que ça a un intérêt. Pour vous dire, on vous le montrera peut-être tout à l'heure, souvent les gens nous disent « Oui, mais comment vous faites pour intervenir ?» Vous devez vous poser la question. Si je vous dis qu'on interpelle, on palpe, on menotte, on évacue des individus, et que j'associe ça au fait que je ne descends pas de cheval, ça prouve bien que mon cheval va être partie prenante. Quand on interpelle un individu dans une zone sensible, où très vite on va avoir 50, 100 personnes qui vont se rassembler autour de nous, pas pour nous acclamer et dire vive la police, on est bien d'accord, eh bien d'être à cheval à ce moment-là, et de pouvoir maîtriser l'individu, et de pouvoir faire un périmètre de sécurité autour de nous en même temps, quand on n'est que deux, c'est valable d'être à cheval. Parce qu'il y en a qu'un. Dont deux qui pèsent plus de 700 kg. Alors, ça, c'est très intéressant ce que vous dites. Mais pour qu'on comprenne bien justement quelles sont les bases des exercices que vous faites faire à ces chevaux dans le cadre de ce que vous leur demandez de faire. C'est très varié. On l'a vu dans le film. Oui. Alors, on n'est pas... on n'a pas vocation de faire un spectacle récurrent, donc on ne va pas entraîner nos chevaux à faire quelque chose de répétitif, comme une scène de film. Hein, là, on pourrait dire, tiens, la cheval dans un film, on va dire, ouais, il passe sur du feu, il passe au milieu d'une foule, on voit là les tirs de mortier qui explosent à côté de nous. On peut faire ça dans un film, hein, on va travailler le cheval, et puis il va savoir qu'au moment où il va passer là, il va y avoir une explosion à cet endroit-là. Nous, on les travaille à gérer l'insolite. On est tous dans le milieu des chevaux, dans cette salle, mais un cheval, naturellement, il évite tout ce qui peut lui poser problème dans son fonctionnement. Il aspire à la tranquillité, et souvent par la fuite, et puis on va trouver l'air un peu plus verte ailleurs. Eh bien, nous, on ne veut pas qu'il soit dans le stress, et pour pas qu'il soit dans le stress, c'est gérer l'insolite, c'est-à-dire faire confiance à quelque chose qu'il a vécu qui peut ressembler, et faire confiance à son cavalier, une complicité qu'on va avoir, et du coup, il va pouvoir aborder des situations. La protection civile me posait la question tout à l'heure, dans un milieu très bruyant, avec une rave party, à mots couverts, c'est ce qu'on disait, hein,
Mais est-ce qu'un cheval va pouvoir être géré? Un maire, hein, vous pouvez le dire, vos chevaux, ils évoluent au milieu de la foule très dense, il peut y avoir du bruit, mais c'est son métier. Donc il peut y avoir un bruit plus fort que l'autre qui n'était pas prévu dans la scène du film, hein, sur le storyboard. Non, là on n'a pas de storyboard, mais il va pouvoir le gérer. Donc bien sûr tout ça c'est par le travail en amont. Donc la familiarisation du cheval, la désensibilisation du cheval à l'insolite, et après plus spécifiquement, comment partir rapidement au galop à la poursuite d'un fuyard, comment s'arrêter, l'intercepter, le coincer entre les chevaux, et que là le cheval reste placide au moment où on met en place une palpation pour s'assurer que l'individu n'a rien de dangereux sur lui, qui peut découler sur un menottage, sachant que déjà d'être coincé entre les deux chevaux, c'est très contraignant. On peut bien sûr, alors je ne parle pas un public policier, mais bien sûr, toutes mes phrases sont précédées d'un cadre légal qui nous permet de le faire, bien entendu, mais si on doit effectivement, dans un cadre légal, pouvoir contraindre des personnes, maîtriser, neutraliser des personnes, menotter des personnes, eh bien le cheval va apporter un plus au niveau sécuritaire, ne serait-ce que le surplomb. Encore une fois, la taille du cheval rentre en ligne de compte dans la dissuasion, mais également pour placer son cavalier hors d'atteinte de toute hostilité. Et ça peut avoir un intérêt aussi dans les rave parties, où il peut y avoir de l'hostilité liée à des états seconds, des gens qui peuvent vouloir s'en prendre à vos équipes à pied, et puis finalement d'être à cheval, ça avait son intérêt aussi. Donc on peut dresser les chevaux à l'insolite. Est-ce qu'il y a une expérience, par exemple, qui vous a marqué, où le fait d'être à cheval a changé la situation? Ah mais c'est du quotidien ça, c'est du quotidien. Et ce qui me plaît le plus, c'est d'intervenir en renfort d'effectifs à pied, qui sont pris à partie, qui anticipent une interpellation, une éviction d'un camp, où il y a habituellement des gros risques de troubles à l'ordre, et qu'on va soit commander X force mobile, gendarmes ou policiers, hein, on parle de gros événements, mais au quotidien, on a des collègues sur les ondes, on intercepte des collègues qui procèdent à l'interpellation et ça se rassemble autour d'eux, et quand on arrive et qu'on règle le problème avec 2 chevaux, c'est très valorisant, oui, bien sûr. C'est clair que c'est pas parce que j'arrive en tant que major, hein, c'est parce que j'arrive avec 2 chevaux. Et quand on a le retour justement des collègues qui disent ah oui, là on a intervenu avec vous, c'est complètement différent. Hein. Et l'exemple, il va dire, vous voyez là, le gars que vous avez repoussé là, lui, systématiquement, ça se passe mal. Et là, à pas piquer. Nous, on apprécie ce retour d'expérience, parce qu'effectivement, ça va bien calmer le jeu. Et il ne faut pas penser non plus, j'ai un public là civil aussi, il ne faut pas penser que c'est simplement un élan de lucidité de la part de la délinquance qui d'un seul coup va dire ah mais le cheval, ils vont respecter l'animal, du coup ils vont après respecter le policier qui est dessus, et du coup ils vont renoncer à faire ce qu'ils avaient prévu de faire, c'est-à-dire de gêner l'intervention. Non, il y a l'aspect dissuasif qui est certes en ligne de compte. Ça ne retire rien au fait que on va dire tout ça avec le sourire, il n'y a pas de souci. C'est plus facile en plus d'avoir un détachement, et notre boulot c'est ferme et courtois. Et la dose de fermeté est obtenue par le cheval. Donc ça nous laisse libre cours à plus de courtoisie. J'ai une toute dernière question. Demain, au Haras de Saint-Lô, il y aura 8 chevaux cob normands montés par la police pour le passage de la flamme olympique. Il y a eu une dynamique d'achat dans la police montée de chevaux cob en particulier, parce que cet été, on va en avoir beaucoup aux Jeux Olympiques. Pour les Jeux Olympiques, ma question est pour la suite, c'est-à-dire la pérennité de ce que vous faites, voire le développement et la poursuite de l'accroissement du nombre de brigades équestres en France. Est-ce que c'est une décision, une dynamique qui est portée par les politiques et que vous sentez qui va être pérenne? Alors, on a été créé il y a 30 ans. Les premières années, il y a eu 5 unités équestres. On a attendu 2015 pour en avoir une 6e, et 2022 pour commencer à en avoir quelques autres qui nous mènent à 9 unités équestres. J'ai pas ressenti un élan d'un seul coup d'anticipation de la part de notre administration, et je vais faire attention à rester dans mon obligation de réserve,
vis-à-vis des Jeux Olympiques, et de se dire, oh là là, il va falloir anticiper, et puis recruter des chevaux, acheter des chevaux. Déjà, le fait qu'ils achètent, c'est bien. Hein. Ça laisse une pérennité au moins pour la durée de vie du cheval. Mais non, j'ai assez, même si je vais partir à la retraite cette année, j'ai assez de confiance dans la pérennité du projet. Même si j'avais pendant une bonne quinzaine d'années, je l'ai encore quand même en tête, hein, le fait que la police fonctionnait sans les chevaux. Hein, je suis rentré dans la police, ça n'existait pas. Qu'on peut fonctionner sans les chevaux, hein, on est à la merci d'un politique, mais j'ai pas d'espoir dans le sens où on a développé nos missions, Stade de France, service d'ordre, les gilets jaunes, et voilà, vous avez des images de nos engagements qui ne sont pas celles. Bon, en 94, on montrait, si on vous avait montré un document de 94, on montrait les chevaux en train de se faire caresser par les enfants. Hein. On s'entraînait à interpeller les bandits en fermant les portes des manèges, parce que le cœur de notre métier c'était là, puisqu'on nous avait demandé de régler des problèmes de rixe entre une centaine d'individus isolés, en ayant des difficultés à avoir du renfort d'effectifs en voiture parce que les accès sont difficiles. Donc il fallait bien pouvoir les gérer, donc on s'entraînait à l'abri des regards, et puis ce qu'on communiquait c'était surtout le vecteur de communication que le cheval génère. Je suis content d'avoir depuis de ne communiquer que sur cet aspect-là, parce que c'est tellement évident que ça génère la sympathie, que je préfère communiquer sur l'aspect sécuritaire et l'efficacité des chevaux. Et c'est des chevaux de travail, c'est pas un moyen de transport. Et vraiment, on contribue à ce que vous souhaitez, à mettre ce que vous souhaitez aussi, à mettre le cheval, bien entendu, dans l'environnement quotidien des gens. Les gens nous posent régulièrement la question, mais il y a des secteurs où on va souvent, c'est tellement rentré dans leur environnement, on est content de voir que ça les étonne pas plus que ça. Ça génère toujours une attractivité, mais c'est quelque chose de normal. Souvent, j'en pose la question parce que pendant une bonne quinzaine d'années, même des policiers ne savaient pas que ça existait au sein de la police. Maintenant, toute la population sait que ça existe. Alors, vous saviez qu'il y a des chevaux à la police? Oui, bien sûr. Alors, les gendarmes, par la garde républicaine, ont toujours véhiculé l'idée qu'il y avait des chevaux institutionnels. Là, c'est effectivement quelque chose auquel on tient, à maintenir cette présence de l'animal utile. Et en plus, même quand on a des actions dissuasives, répressives, on échange quand même des choses positives avec les gens. Merci beaucoup, et je crois qu'on peut vraiment vous applaudir pour tout ce que vous avez fait depuis 30 ans. C'est l'occasion. Parce que je pense qu'en partant à la retraite cette année, en vous retournant, c'est ce que vous venez de me dire, vous avez fait une belle évolution, et on vous remercie aussi, grâce à votre action, de faire valoriser nos chevaux ici au centre de valorisation, nos coms normands, de les mettre en valeur, de leur trouver une vitalité, une fonction et un débouché économique, puisque c'est quand même aussi un sujet très important pour le maintien des races, c'est que les éleveurs font net, et derrière il faut qu'il y ait des utilisateurs, et si ces utilisateurs en plus sont bons pour la société, alors là c'est merveilleux. Donc merci beaucoup et félicitations. Et merci pour votre solution. Vraiment, merci pour le rayonnement que vous apportez à nos races. Merci beaucoup. Et bravo, encore. Merci. Nous allons rejoindre Anthony Veillard, qui est responsable de la brigade hippomobile, en charge des espaces naturels sensibles en Ille-et-Vilaine. Il me semble. Bonjour et bienvenue. Avant qu'on commence nos échanges, je crois que nous avons une petite vidéo de présentation qui démarre. Ici, on est sur un espace naturel sensible du département d'Ille-et-Vilaine, étant Châtillon-en-Anglais, sur une zone ornithologique. Et nous, notre mission ici, c'est de gérer les espaces. On est sur une zone où le sol a proliféré, et donc du coup, il empêche justement de s'exprimer des plantes comme la littorale, par exemple. On a privilégié l'utilisation du cheval pour pouvoir effectuer cette mission. Sur ce chantier, il y a deux étapes. L'arrachage de saules avec le cheval à l'aide de mouflage pour éviter les coups de collier. Donc on démultiplie la force justement de traction. Donc lui travaille dans le calme
et ça soulage le cheval. Ensuite, la deuxième étape, c'est de pouvoir évacuer les rémanents. Pour ce faire, on utilise un porteur hippomobile, donc c'est un engin moderne, avec une grue de chargement pour pouvoir charger ces rémanents et les mettre hors crue. Donc un appareil léger, on respecte justement les milieux et les sols fragiles, et comme là les bases exondées. Sur ce genre de chantier, l'utilisation du cheval, c'est pas une solution, une technique passéiste, c'est plutôt, avec les moyens mis en œuvre, c'est plutôt une solution d'avenir moderne, avec des équipements modernes, et ça nous permet justement de ne pas rivaliser avec la mécanique, mais plutôt être complémentaire de la mécanique. L'avantage du cheval, ça va être un travail à long terme, la compaction des sols, on ne s'en rend pas compte forcément tout de suite. Ça va être dans les années à venir, on va se rendre compte des non-dégâts qu'on a causés sur les milieux, contrairement à des engins beaucoup plus lourds. Moi, quand j'étais jeune, j'ai plus souvenir de voir des tracteurs fonctionner. Aujourd'hui, l'avenir, c'est certainement le cheval. J'espère que vous êtes devin. Merci de votre présence. On va échanger sur un sujet très important. Effectivement, c'est aussi la place du cheval. On a deux thématiques là à venir, donc celle dans l'entretien des espaces naturels sensibles, et puis ensuite on parlera du cheval dans les collectivités, dans les territoires. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu la genèse de cette structure, puisque je crois qu'en Ille-et-Vilaine, c'est un des seuls départements en France où il y a eu, en tout cas, qui a initié l'utilisation du cheval dans l'entretien d'un espace naturel. Combien est-ce que vous êtes? Combien il y a de chevaux? Et quelles sont vos missions, vos tâches au quotidien? Bonjour à tous. Donc ça fait bizarre de se voir, c'est horrible. Tout à l'heure, à quelques-uns, on s'est dit bonjour tout à l'heure, ça faisait quelques années qu'on ne s'était pas vu. On s'est regardé, on a évolué. J'ai entendu ça, Damien. Donc c'est vrai, on a évolué. Ouais. Donc du coup, comment ça a commencé? Moi j'ai commencé à titre personnel avec des ânes. J'ai souhaité apprendre à éduquer mes ânes plutôt que de les acheter débourrés ou déjà éduqués. Donc ça a commencé comme ça il y a presque 20 ans. Ensuite, j'ai été embauché au département d'Ille-et-Vilaine, au service des espaces naturels sensibles. Donc on avait pour vocation d'entretenir, de préserver des espaces naturels. Donc avec des techniques communes. Hein. Donc on avait des engins, donc d'un côté on des chantiers d'insertion, donc on a de la main d'œuvre, donc des humains, et aussi pour intervenir on a du matériel technique motorisé, donc tracteurs, tondeaux-broyeuses, débroussailleuses, tout ce qu'on veut. Et on intervient dans des milieux très sensibles. Souvent on a des portances de sol un peu compliquées. Et entre l'homme et la machine, il y avait quelque chose qui manquait. Et à titre personnel, donc je disais, moi je savais ce qu'on pouvait faire avec des équidés. Et donc je m'y suis intéressé. Je m'occupais aussi d'un petit cheptel. Donc on avait des chevaux, des ânes, des vaches aussi qui pâturaient pour entretenir et pour maintenir les milieux ouverts. Et on avait une problématique en fait, c'est que les animaux ont toujours été présents avec l'homme pour produire ou faire quelque chose. Alors que là, en fait, les animaux ne faisaient rien. Donc, on avait des traits bretons, des mulassiers du Poitou, qui ne faisaient rien que de manger. Donc, on avait des problèmes de poids à gérer. Et donc, j'ai proposé à ma hiérarchie, j'ai dit, mais en fait, il y a une solution, c'est de les faire travailler. Voilà. Donc, ça a commencé comme ça. J'ai eu des chefs qui m'ont fait confiance, qui m'ont dit, propose-nous tout ce qu'on peut faire avec des équidés en lien avec des espaces naturels. Donc là, c'était en 2010, et puis on a mené un projet jusqu'en 2011. Validation des élus, donc ça passe par ça, hein, donc ça part par l'adhésion des agents, de la hiérarchie, et après, le triptyque, en fait, c'est les élus, voilà, qui, eux, sont en capacité de nous donner les moyens, d'allouer les moyens pour pouvoir travailler. Projet de service, je suis parti en formation, donc j'ai passé un CS pour pouvoir structurer un petit peu tout ça, quoi. Jusqu'ici, c'était que de l'expérience personnelle. Donc, pour entrer dans un cadre professionnel, il fallait vraiment avoir cette formation assez étoffée. 2011, je me forme. Expérimentation avec un vieux cheval du cheptel que j'avais récupéré, que j'avais remis au travail. Et puis ensuite, 2013, validation des élus. Et c'est là où on voit Victor et Pacha, les deux premiers chevaux de la cellule traction animale du département.
donc préparé par Stéphane, présent ici, là. Donc on va pouvoir y revenir tout à l'heure, mais j'ai entendu éleveurs, mais il y a aussi les gens qui préparent les chevaux. Et pour professionnaliser une filière, en fait, il faut vraiment qu'il y ait tous les intervenants. Enfin, moi, je ne pense pas qu'on puisse être bon partout, être très bon éleveur, très bon préparateur, très bon utilisateur. Voilà. Donc 2013, l'arrivée de Victor Pacha, un camion, donc une bétaillère pour pouvoir se déplacer sur le département, parce que c'est un projet à l'échelle départementale. Il y a environ 3000 hectares sur une centaine de sites. Donc on ne fait pas tout avec les chevaux, mais on intervient là où il y a besoin de nous. En fait, toujours entre l'homme pour diminuer la pénibilité et aussi la machine. Tout à l'heure, j'ai parlé d'insertion. Aussi, on fait de la médiation avec les chevaux. Ça permet aussi d'accompagner du public qui est loin du travail, qui s'éloigne du travail pour différentes raisons. Donc les animaux amènent, on se rend compte qu'on amène plus de responsabilité, plus de ponctualité, plus d'intérêt pour l'émission. Donc 2013, on commence seul, donc je suis seul, j'ai des stagiaires, des apprentis. Et en 2017, c'est toujours le personnel, hein, il faut qu'on travaille à effectif constant, donc il faut réorienter les tâches d'un agent pour venir me seconder. Donc là, c'était donc Alan, mon premier apprenti, qui a postulé, qui a été pris. Depuis, on est 2. Donc les effectifs, c'est 2 personnes, et aujourd'hui 5 chevaux. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à cette première question. Alors, du coup, la cellule traction animale du département, actuellement, jusqu'ici, on avait loué des terres, donc pas loin de chez moi, parce qu'en fait, c'est toute une organisation personnelle, parce que quand on se lance dans un projet comme ça, pour les élus, il y a toujours la question des astreintes, le week-end, des vacances. Donc, j'étais seul, techniquement, à gérer au début, donc il fallait que ce soit simple pour tout le monde, les élus et moi. Donc on a loué des champs à 1,5 km de chez moi, ils étaient basés chez un agriculteur. Là, les années passant, on s'est structuré, toujours dans un souci de se professionnaliser. Là, on a acheté, il y a eu un regroupement d'équipes, aussi un projet de service, et on en a profité pour pouvoir acheter une ancienne pension équestre. Et d'ailleurs, j'ai découvert que je vais être voisin avec le président, je crois, de la race Cotentin, qui habite juste à côté. Voilà. En discutant au café, c'est lui qui me l'a appris. Donc voilà, on a acheté une ancienne pension équestre, stabulation, ça servira de service technique, et ça sera sur la commune de Verne-sur-Sèche, en Ille-et-Vilaine, au sud de Rennes. Mais toujours une vocation à rayonner sur le département. Et comment s'organise votre travail? Est-ce que il y a une concertation, on a besoin de vous, on s'inscrit sur un planning? Comment ça fonctionne à l'échelle départementale? Oui, alors aujourd'hui mes missions ont un petit peu évolué, et aujourd'hui c'est moi qui m'occupe de cette mission-là. Donc les espaces naturels au département d'Ille-et-Vilaine sont structurés, on a une régie, on a la chance d'avoir cette régie, donc on est environ 80, donc des agents techniques, des techniciens, dont je fais partie, et là mes collègues techniciens sur les différents secteurs, donc les territoires, hein, on est divisé en 6 territoires, mes collègues font appel au service des chevaux, ensuite je vais pouvoir les valider techniquement les priorités, parce que forcément on est un peu victime de notre succès, on ne peut pas être partout. On n'a que 2 chevaux, j'aimerais bien en avoir plus. Mais voilà, on fait, c'est ça, c'est une inscription, on valide, on décide aussi, voir les endroits les plus efficaces. Donc là, le film montrait une intervention au milieu humide, en queue d'étang, sur des vases exondés. Donc là, forcément, c'est du prioritaire. Souvent, on entend parler du débardage, donc oui, on fait du débardage, mais dans des milieux sensibles, là où les machines feraient du dégât. Donc on priorise. Au sujet du débardage, quand vous avez un matériel très spécifique, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi il consiste? Le porteur hippomobile, on a pu le voir sur la vidéo, il n'y en a pas beaucoup en France, je crois qu'il n'y en a que 5 ou 6. Toujours pareil, c'est une niche entre le travail manuel. On a commencé avec une luge pour évacuer des rémanents. Donc des rémanents, c'est des produits de coupe qu'on peut récupérer dans des landes, des marais. Et bien là, pour les évacuer,